Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue. Bonjour à tous. Je parle le son dans mon casque. Voilà. Bonjour à tous. Bienvenue à la suite de la matinale, c'est Taxi Media Show, le deuxième numéro de cette semaine. Nous sommes très heureux, ravis en tout cas de vous retrouver ce matin. Et nous vous donnerons donc une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Oui, aujourd'hui c'est mardi 30 juillet 2024. Et la citation du jour nous vient d'André Gide, un écrivain français. Il dit « Le sage est celui qui s'étonne de tout ». Vous comprendrez un peu plus tard. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. C'est vrai, nous vous donnerons une idée des journaux qui sont dans le kiosque ce matin. Au téléphone, nous tenterons de joindre deux rédactions, on va le dire ainsi, la rédaction du journal des Guardians avec Ambroise Bondio, qui est d'ailleurs au téléphone déjà avec nous, et la rédaction du journal Actu Express. On sera rejeté tout à l'heure par Isidore Sassou Akolor. Et puis, à suivre aussi ce matin, dans 10 minutes pour trancher, notre invité, Ouro Akpo Tchanyaro. Il est le président du mouvement LDP, Lumière pour un développement dans la paix. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, première marche.
Et nous allons nous transporter donc à la rédaction du journal des Guardians avec Ambroise Pondio qui est au téléphone avec nous. Et ça fait beaucoup de bruit à l'antenne. Bonjour Ambroise. Oui Eric, bonjour. Bonjour tous ceux qui sont à bord du taxi matinal. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin pour évoquer donc certains sujets que vous avez traités. On en a choisi 3. D'abord, ce sujet d'Amiba depuis Lomé envoie des pics à Traoré et vous vous posez la question, est-ce que Faure Gnassingbé est le cheval de Troie finalement? Oui, la question mérite d'être posée. Faure Gnassingbé est-il le cheval de Troie? D'abord, je commence par le cheval de Troie qui était un cheval qui avait été utilisé dans l'Antiquité grecque par l'armée grecque pour pouvoir assiéger la ville de Troie, une cité antique qu'ils avaient tenté de prendre pendant plus de 9 ans, c'est-à-dire pendant plusieurs années, qui n'ont pas réussi. Et donc, la ruse utilisée est de mettre leurs soldats dans le cheval de Troie, un grand cheval qui est fabriqué en bois, qui a pu traverser la ville pour entrer et donc dans la cité troyenne pour donc vaincre les détenteurs de la cité. Et donc, ce cheval a été malicieusement utilisé pour vaincre la guerre. Ici, vous savez que Faure Gnassingbé a toujours joué un certain nombre de rôles en termes de médiation entre les pays de la CEDEAO et les pays du Sahel. Mais depuis plusieurs années déjà, même au temps de Blaise Compaoré, Faure Gnassingbé, ou son régime, a toujours presque été en froid avec ses voisins du Nord, surtout le Burkina Faso, même s'il y a eu des relations diplomatiques qui se sont faites de façon visible, mais qui en souterrain n'était pas forcément une relation d'ordre pratique, hors diplomatique, qu'on peut qualifier de relation sereine et sans inquiétude. Parce que il y avait toujours des suspicions, de la méfiance, même jusqu'au temps de Roch-Marc Christian Kaboré, qui s'est revêtu de l'armure sankariste avec toute l'authenticité et qui n'avait pas voulu traiter avec les terroristes comme Blaise Compaoré le faisait en son temps, en négociant avec les terroristes pour s'acheter la paix et tout en tirant aussi du profit. Et donc, autant à l'arrivée d'Amiba, qui est un pro-français, la preuve qu'il a eu à voyager en Côte d'Ivoire pour aller rencontrer l'ancien chef de l'État Blaise Compaoré, y compris le président Bouguer, le président ivoirien qu'on qualifie d'un des valets de la France en Afrique de l'Ouest. Et donc, excusez du peu, allez-y. Ce chef d'État d'Amiba a pris le contrôle du pouvoir au Burkina Faso, aux grandes dames de ceux-là qui voulaient continuer la révolution sankariste. Et donc, lui non plus n'a pas fait long feu. Il a été déposé un matin par un groupe de militaires dirigé par Ibrahim Traoré. Sauf que là où se trouve le couac, c'est que ce dernier, Damiba, au lieu d'aller chercher un exil un peu loin de ses voisins, il a choisi de se réfugier ici au Togo, ce qui n'est pas forcément de bon augure. Parce que quand vous hébergez l'ennemi d'un voisin, vous êtes du côté donc de cet ennemi-là et vous devenez l'ennemi de votre ancien ami, ce qu'on peut qualifier d'ancien ami. C'est ce qui se passe actuellement entre Traoré et ce qui va se passer entre Traoré et Faure Gnassingbé. Damiba étant ici, là où il a franchi le Rubicon, c'est qu'il a commencé à prendre la parole, ce qui, dans les règles de l'art, dans la règle du voisinage diplomatique, est souvent interdite. On se rappelle, Faure Gnassingbé avait joué la médiation entre le Mali et la Côte d'Ivoire lors des militaires arrêtés à Bamako. Oui. Sauf que tous les politiciens qui ont quitté le Mali, qui ont fui le Mali pour se réfugier en Côte d'Ivoire, il leur a été interdit de prendre la parole publiquement. Et c'est ça la règle, parce que le Mali est voisin de la Côte d'Ivoire, pour garder ne serait-ce que les relations de voisinage. Donc, il semble que Faure Gnassingbé a manqué
de voir cette règle s'appliquer. Et donc, la question qu'on se pose, Faure Gnassingbé serait-il le cheval de Troie entre le Burkina Faso, c'est-à-dire que Traoré qui est au pouvoir actuellement, et son son prédécesseur, Damiba, qui se réfugie ici, en le laissant prendre la parole, en envoyant des pics à celui qui est au pouvoir au Burkina Faso, ce qu'il n'aimerait jamais entendre. Et donc, c'est la question qu'on se pose. Jouer le jeu trouble entre les deux voisins ne serait pas de bon augure diplomatiquement, encore moins dans la pratique des relations entre États. Et l'interrogation donc à la une de votre journal des Guardians ce matin, Faure Gnassingbé, le cheval de Troie. On lira l'article à la page 3. Et puis vous revenez également sur le terrorisme au Nord Togo. Vous parlez de recrudescence, Ambroise. Quelle solution radicale contre le mal au clairement aujourd'hui? Oui, le terrorisme a quitté le centre du Sahel, c'est-à-dire le Mali, le Niger et le Burkina Faso, pour prendre siège vers la côte, au sud du Sahel, c'est-à-dire sur les pays de la côte, notamment le Togo et le Bénin. On se rappelle de cette attaque à Pendjari, dans un parc au Bénin, au nord Bénin. On se rappelle aussi de cette première attaque au Togo, je crois en 2022, dans le Pendjal, dans le nord, l'extrême nord du pays, à Pepakandi, et qui a fait des morts. Sauf que depuis 2022, il y a eu comme l'impression qu'il y a eu une accalmie, mais des incursions se font souvent sur le terrain des savanes, de la région des savanes, sans que la population togolaise ne soit véritablement informée, parce que le gouvernement aurait choisi de ne pas communiquer pour faire la part belle à ces chiens galeux sans queue, c'est-à-dire pas des terroristes, et donc communiquer autour de leur incursion, de leur attaque, viendrait à leur faire la publicité gratuite. Et donc, cette communication et cette stratégie prise par le gouvernement est-il aujourd'hui efficace ou est-elle aujourd'hui efficace? Beaucoup se posent la question. Maintenant, au-delà de la communication, beaucoup se posent la question sur les moyens déployés par l'État togolais pour faire face à ces incursions récurrentes qui commencent par faire d'énormes victimes au sein des forces de défense et de sécurité, qui font un travail de titan avec courage et abnégation pour pouvoir mettre en déroute les terroristes dans cette zone de Pepakandi et de Pendjal. Et donc, selon plusieurs observateurs, il serait plutôt impérieux et urgent de déployer tous les moyens. Nous, on est même allé citer les militaires barbus, les bérets verts, bérets rouges, qu'on a toujours vu à la télé au cours des défilés militaires. Pourquoi pas ne pas les associer avec cette horde de matériel militaire qu'on voit souvent au cours des défilés militaires de la fête d'indépendance du Togo, des chars qui sont souvent brandis. Le Togo aurait acquis des drones, des hélicoptères. Pourquoi ne pas utiliser ce matériel-là pour cadrer la zone et mettre une fois pour de bon en déroute ces voyous, ces criminels sans foi des lois, et qu'on en finisse avec. On a aussi soulevé la question de la coopération entre le Burkina et le Togo. Je viens d'en parler. C'est vrai qu'il y a une guerre froide, certainement, mais sur le plan militaire, si le Togo arrive à s'entendre avec le Niger et le Mali, dans ce sillage-là, surtout qu'il y a le président joue un rôle hybride dans la zone, la coopération entre les deux pays peut prendre en tenaille les terroristes dans la zone-là et avoir une surveillance très, très, très accrue sur les bouviers, ceux-là qui traînent des bœufs et partout et qui savent leur trajectoire. Il faut que les autorités aient un regard très furtif sur leur déplacement et avoir un quadrillage et mettre en déroute les terroristes, les djihadistes qui ont pris siège et fait déposer leurs bagages et fait dans la zone de Pepakandi. Écoutez, on lira donc l'article dans votre journal. Et puis, vous parlez également de changement de ton au niveau du Parlement de la CEDEAO, Ambroise, avec Guy Marius Sagna. On en a parlé à la radio hier. Guy Marius Sagna qui, on va le dire, redonne le pouvoir au peuple, c'est ça? Oui, Guy Marius Sagna donne le pouvoir au peuple. Tout cela a son sens, parce que depuis fort longtemps, d'abord, le Parlement de la CEDEAO est un Parlement qui est rempli par des députés qui ont été élus dans chaque État
au cours des élections internes, contrairement à ce qui se passe en Europe, où les élections au suffrage universel ont été organisées à l'intention des peuples d'Europe pour pouvoir désigner leurs députés européens directement dans chaque État. Malheureusement, ici, c'est des élections ordinaires périodiques que chaque État organise qui permet d'envoyer certains députés au Parlement de la CEDEAO, ce qui ne fait pas de ce Parlement un Parlement véritablement représentatif du peuple ouest-africain. Et donc, depuis fort longtemps, d'aucuns n'ont jamais eu l'écho de ce que fait concrètement ce Parlement à la CEDEAO, contrairement à la Cour de justice de la CEDEAO, qui envoie des décisions qui sont saluées par les peuples. Donc aujourd'hui, on a quelqu'un qui a libéré la parole au sein de ce Parlement. Il s'agit de ce député appelé Guy-Marie Sagna, GMS, comme ses affectueux aiment l'appeler, qui est un député du PASTEF, du PASTEF au Sénégal, qui est un virevoltant, non seulement un virevoltant, un monsieur très sulfureux, qui ne laisse pas du tout le temps au régime de Macky Sall, Beno Bokayakar au Sénégal, mais qui a transporté sa méthode de lutte au sein du Parlement de la CEDEAO et qui se transporte sur les réseaux sociaux. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas évident de retrouver un monsieur comme ça, vous aimez ça dans un Parlement dans un Parlement habituellement calme et absent des débats ouest-africains. Et donc, il y a eu des altercations entre d'abord ce monsieur et la vice-présidente du Parlement, on l'appelle Adjaratou, une vice-présidente qui est ivoirienne, qui est sortie de son gond de façon maladresse et qui a été condamnée par plusieurs Ouest-Africains. Et donc, même la présidente du Parlement de la CEDEAO, qui est une Togolaise, une Ibrahima, a intervenu pour sermonner, peut-on le dire ainsi, Guy-Marie Sagna, mais qui n'a pas lâché prise, mais qui a toujours continué son combat de relever la corruption, de relever le manque de démocratie au sein de ce Parlement, de relever une CEDEAO, un Parlement qui n'est pas au firmament de la CEDEAO des peuples, au lieu d'en être une CEDEAO des chefs d'État, d'un syndicat de chefs d'État qui ne font que nuire aux intérêts des peuples. Et donc, c'est ce que nous avons essayé de soulever. C'est que Guy-Marie Sagna à ce Parlement va changer les donnes. Et donc, nous estimons qu'il est en train de donner du pouvoir au peuple. C'est-à-dire que obliger les institutions à changer de paradigme, c'est-à-dire désormais organiser les élections au sein des pays, comme ça se fait en Europe, pour que ce Parlement soit véritablement représentatif au sein de la CEDEAO. Ben écoutez, tous ces sujets-là à lire dans votre journal des Guadiana, dans le kiosque on va dire, mardi matin. C'était inhabituel quand même. Hein? Bon, voilà, on aura compris quand même. Ah oui, c'est inhabituel pour des raisons stratégiques. Ben, vous avez parlé de stratégie. Oui. Ben, merci beaucoup, Ambroise Bonjour. Merci à toi, merci à tous ceux qui ont suivi. Alors, vous aimez le chanteur Daouda l'Ivoirien, vous l'aimez? Vous l'aimez bien, cette chanson, je veux dire? Je l'aime bien parce qu'une de ces femmes, j'ai fait le sujet avec une de ces femmes à MTP, on y a dans les années 80. Ah, d'accord. Je l'aime bien. Ah, bah, très bien. Alors, on va vous raccompagner avec une de ces chansons, Mère ou Femme. Écoutez ça, c'est pour votre confort d'écoute, Ambroise. Allez, bonne journée. Hein? Merci. Bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Quelqu'un m'a raconté un jour une toute petite histoire qui m'a fait beaucoup réfléchir, car ça posait un sérieux problème. C'était l'histoire d'un pêcheur dont la pirogue a chaviré au beau milieu de la lagune avec sa mère et sa femme. Et la mère ne sait pas nager et la femme ne sait pas nager. Il ne peut sauver que l'une des deux. Alors laquelle des deux faut-il sauver?
Qu'est-ce que vous auriez décidé? Laquelle des deux faut-il sauver? Entre l'amour d'une maman et l'amour... Est-ce qu'il y a un choix possible à faire là-bas? Entre une maman et une femme? Ben, on prend la maman. Le choix est éclairé, non? Voilà. Il n'y a qu'une seule maman. Une seule. Ah oui, une seule maman. Et on peut avoir plusieurs femmes. Comme une femme aussi peut avoir plusieurs hommes. Enfin, même si notre société ne le permet pas. On peut ne même pas avoir de femmes. Oh oui, si. Je suis d'accord avec vous. La voix que vous écoutez là, c'est la voix du président Ouro Akpo-Tchaniao, qui est notre invité ce matin. Mais avant d'arriver là, nous allons continuer la revue de presse. La revue de presse, avec quel journal? Je vais sélectionner rapidement le journal L'Union pour la patrie. Alors, le confrère évoque la nouvelle attaque terroriste au Togo, mobilisation générale, écrit le journal L'Union pour la patrie ce matin, qui rappelle des numéros verts, antiterrorisme et extrémisme violent. Bien, vous découvrirez tout ça à la page 3, je crois, oui, à la page 3 du journal. Loi de finances 2025, le budget vert en préparation, écrit le confrère, on est en juillet. Ce qu'on n'a pas pris de retard. Mais en tout cas, vous lirez l'article à la page 4 pour les précisions sur le sujet. Grand marché de Lomé, le taux d'avancement des travaux de reconstruction situé donc à 58%. Le confrère parle également d'autres sujets sur l'agriculture, l'humanitaire, le business, télécommunications et développement durable. Les détails donc de tous ces sujets-là, c'est à lire dans le journal Le billet hebdomadaire, l'Union pour la patrie, dans le kiosque ce matin. Et notre deuxième rédaction qui nous rejoint à l'instant, c'est la rédaction du journal Actu Express et nous accueillons Isidore Sassouakolor. Bonjour, cher grand citoyen d'État Isidore. Bonjour, c'est Eric Gator. Bonjour à tous les passagers du taxi matinal et à votre invité, Arim Tchaniao. Non, c'est Ouro Akpo-Tchaniao qui est notre invité. Vous l'écouterez tout à l'heure, rassurez-vous. Alors, on va d'abord commencer par l'interview de Kofi Nyamnan sur la crise togolaise. Pour qu'il quitte le pouvoir, il faut l'y obliger. C'est ce qu'il a déclaré, hein? Ah oui, c'est ce qu'il a déclaré à notre confrère Plume d'Afrique que je reprends aujourd'hui. Et Kofi Nyamnan Yamyan plutôt veut désormais faire plier le régime RPT UNIR et le coincer dans les instances internationales. Vous avez l'occasion de l'interviewer aussi. Il est intervenu sur Taxi FM. Donc, on l'avait suivi. Donc, il est le leader de Freedom Togo, mouvement de la libération totale et nationale du Togo. Voilà, c'est cette interview que nous avons aussi voulu jeter dans le débat pour que les gens puissent s'en approprier. Oui. Et les questions lui ont été posées et on lui a demandé, est-ce que ce mouvement va aboutir ou est-ce que ce n'est pas un problème? Il répond en ces termes que ce mouvement ne peut pas être un problème, c'est une solution et cette solution, il l'a décrite. Et il dit que leur moyen, c'est très simple. Je le cite, nous allons les harceler. Vous entendez? Les harceler. Et nous irons dans les instances internationales avec la vraie vérité de la nature de ce pouvoir. Je laisse les auditeurs, les lecteurs découvrir le reste donc dans le journal Actu Express, dans les kiosques ce matin. Voilà, l'article c'est à la page 3 pour qu'il ne se trompe pas trop. L'autre sujet, c'est la suspension de Joachim Agbetib et des organisations de la société civile qui s'insurgent contre la décision de la HAC. C'est ce que vous relevez ce matin. Ah oui, une dizaine d'organisations de la société civile togolaise sont montées chrono pour fustiger la décision de la HAC et suspendant notre confrère Joachim Agbetib pour
je ne sais quelle raison, ça a été dit qu'il n'a pas su contenir son invité. Il lui a laissé la place libre de pouvoir déballer tout ce qu'il pensait. Donc, comme si la réponse du berger à la bergère, et la société civile se sont insurgées contre cette décision de la reine en énumérant combien d'actes de remarques. Ils ont fait remarquer 9 points. Et morceau choisi, le premier point, et ces organisations de la société civile togolaise sont vivement préoccupées par la récurrence des entraves à la liberté de la presse et à la persécution des journalistes des médias privés au Togo. Et le troisième point, oui, ça concerne notre confrère Bastien Gbetim. Et je vous fais grâce, je vais lire le 9e point. Enfin, les organisations de la société civile viennent apporter tout leur soutien à toute la diaspora qui, depuis sa position, œuvre pacifiquement, inlassablement et légalement pour faire renaître l'espoir dans la longue lutte pour la libération du Togo, du joug de la dictature héréditaire et ce monarchisme. D'accord. Donc, c'est l'un dans l'autre, Freedom et Togo. Voilà à peu près. D'accord. Écoutez, on lira. Donc, oui, allez-y. C'est au grade dans ceux qui pensent que la lutte est déjà foirée, que plus rien ne se sera au Togo et que, comme le disent les Ivoiriens, il n'y a rien de voir quoi. Oui, là, bon. C'est le maïs. Finalement. Écoutez, on lira l'article à la page 3 de votre journal. Et puis un élément sur l'OTR avant de vous laisser partir, Isidore. Et les contrôles de paiement de la TPU des transporteurs routiers commencent après-demain jeudi, c'est ça? Oui, c'est une note, un communiqué en date du 8 juillet 2024 qu'il annonçait depuis le commissaire général de l'Office togolaise des recettes a informé depuis les transporteurs routiers que les contrôles du paiement de la taxe professionnelle unique TPU, communément appelée trimestre, au titre du deuxième trimestre 2024 débuteront jeudi, c'est-à-dire après-demain, et sur tout le l'étendue du territoire. Donc, on sort les toxins pour que ces usagers-là puissent se mettre en règle, et le communiqué précise que le paiement se poursuit jusqu'à demain ou après-demain. D'accord. Donc, au retardataire de se mettre dans l'ordre, dans les règles, pour qu'il ne soit pas surpris par ces contrôles. Bon, en tout cas, il y aura certainement des gens qui vont quand même passer dans le maille des filets. Hein. On sait à peu près comment ça se passe avec par des détours. Ah oui, c'est ça, vous comprenez tout. Merci beaucoup, Isidore Akolo. C'est moi plutôt, et bonne suite à l'info de la 7e heure. Alors, on me propose 2 chansons à choisir pour vous accompagner. D'abord, de votre ami Achideba Biova, et puis du choral Cœur de l'unité éternelle bénisse le Togo. Qu'est-ce que vous choisissez? Oh, que l'Éternel bénisse le Togo. L'Éternel bénisse le Togo. Oui. Ça, c'est bien. C'est bien. Je pensais que vous allez choisir le morceau de votre ami Achideba. Mais bon. Oui, moi, Togolais que je suis, je préfère parler que l'Éternel bénisse le Togo. Que l'Éternel bénisse le Togo. Exactement. Je suis d'accord avec vous. Vous savez que cette chanson, c'est la républicaine, on l'appelle la républicaine. C'était en concurrence avec la terre de nos aïeux. Ah, c'était donc ça? Oui. C'était en concurrence. Ça pouvait être l'hymne national du Togo. Togo. Oui. Ah, ok. D'accord. Bon.
va falloir qu'on trouve des gens honnêtes pour nous raconter des histoires du Togo. Je passe sous le contrôle de... Oui, si, il a confirmé. Oui, si, il a confirmé ici tout à l'heure. Il a confirmé. Oui, si, il a confirmé. Donc, du coup... Une parenthèse, Daouda a toujours été l'homme de dilemme, hein. Il n'a jamais choisi. La femme de mon patron, vous souvenez. Je ne vous ai pas interrogé sur le cas de Daouda. On parlait de l'Éternel bénisse le Togo. Ben, écoutez, Ambroise, je dis Ambroise, voilà, vous voyez, Isidore. Merci beaucoup et passez une excellente journée. Bye bye. Allez, à très bientôt. Et que l'Éternel bénisse le Togo. Au revoir. Et de ses enfants les conducteurs fait monter de partout des langueurs à la gloire de notre Togo et célébrer sa beauté. Poème au signe enchanteur, feu majestueux dans le prestige, le sang merveilleux, prodigué par bonheur fécondité. Soyez bénis, donc soyez heureux, bénis de nos âmes. À l'école, on chantait ça aussi. Hein. Si. Quand on aura fini de chanter Terre de nos aïeux, après avoir remonté la couleur, on se met en rang et puis on rentre en classe. Lorsque je vais vous interroger tout à l'heure, je vous demanderai en début d'entretien de nous fredonner ça. C'est bon? Je n'ai pas une belle voix, mais bon. On va essayer ensemble. Tu sais? Oui, on est en direct. Ses enfants, les conducteurs, togolais, fait monter de partout les clameurs à la gloire de notre cher Togo. C'est notre pays, le Togo. Ah oui, bien sûr. C'est notre pays. Bien sûr. On ne pourra jamais l'abandonner. Non. Jamais. Et on doit se battre, même au prix de notre vie. Pour que ce pays tienne. Pour monter le drapeau du Togo partout. Voilà. J'aurais voulu que cela soit aujourd'hui en France pendant les Jeux Olympiques. Ouais. Que le drapeau togolais flotte dans les airs. Alors, on a une chance de médaille demain avec le triathlon et Éloi Javon. Et on espère quand même que tout se passera bien. S'il plaît à Dieu. Merci. Alors voilà, que l'Éternel bénisse le Togo. Merci à Isidore d'avoir sélectionné cette chanson parce qu'il avait le choix. Il pouvait aussi choisir Biova de Achideva. Il y a 2 journaux rapidement à vous livrer et puis on reçoit notre invité ce matin. D'abord le journal Le Médium, le confrère naturellement qui revient sur le Togo, la défense, le terrorisme, des lauriers pour nos forces de défense, écrit tout simplement le journal Le Médium. Et nous en profitons donc pour saluer notre confrère Credo TTA ce matin. Et voilà 2024, la présence remarquée de la BOA Togo, vous lirez l'article dans le journal. Et puis il y a le quotidien Ecofinance qui est aussi dans le kiosque quand le confrère parle de la croissance économique dans l'espace UEMOA. Progression de 5,1% du PIB au premier trimestre 2024. Les détails donc dans le journal Ecofinance.
Alors, on va récapituler très rapidement les journaux qui sont dans les kiosques. En tout cas, pour ceux qui sont avec nous ici en studio, vous avez le quotidien Ecofinance, vous avez l'hebdomadaire Le Médium, il y a l'hebdomadaire de Guardian, il y a l'hebdomadaire Actu Express, et puis il y a le bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie. À 8h30, Taxi Média Show avec le seul saint de la presse togolaise. Saint Eric Adam est aux commandes de son super taxi avec différents invités et grâce au décryptage de la rédaction, l'objectif est de mieux comprendre le monde qui nous entoure, le tout dans la bonne humeur durant ses vacances sur la radio géniale du lundi au vendredi. Radio Taxi FM beto jinolo miadogo ndisanji chojura badasina fida lendi gashireke hina nyajojo be se le miadegbeme le vegbeme bakole nyanovi Francis Daye. Passez vos vacances avec les jeunes talents de Logone. Je chante radio. Du lundi au vendredi entre 9h15 et 12h sur la 93.1 FM. Écoute tes votes pour le talent de ton choix sur le 92 60 81 81. Je chante radio saison 2. Qui des 50 jeunes talents remportera le gros lot et succédera à Bernada, lauréate de la saison 1. Je chante radio. Dévoile ton talent sur la radio géniale avec Alain Mouaka. Retrouvez Saint Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Média Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Média Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Radio Taxi FM beto jinolo miadogo ndisanji chojura badasina fida lendi gashireke hina nyajojo be se le miadegbeme le vegbeme bakole nyanovi Francis Daye. C'est Taxi Média Show, Saint Irrigator. Taxi Média Show, deuxième marche. Média Show, Irrigator. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM à Lomé. Il est 7h50 dans tous nos studios ici à Lomé, à Gbalepédo, dans la maison de la radio, d'où nous émettons 10 minutes pour trancher maintenant. Taxi Média Show, 10 minutes pour trancher. 10 minutes pour trancher. Notre invité à ce matin, c'est Uro Akpo Tchaniao. Il est le président du mouvement LDP, Lumière pour un développement dans la paix. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent ce matin. Merci de nous avoir rejoints en studio. Donc c'est un plaisir. Ce que j'ai envie de savoir en vous interrogeant en tout début, c'est comment est-ce que vous vous portez, vous et ceux qui vous entourent? Personnellement, je me porte bien.
c'est vrai que nous avions traversé une période un peu difficile. Tout ce qui m'entoure, après les élections législatives et tout ce qui s'est passé, mais on s'est remis et on est en train de reprendre. Et c'est justement pour ça que je vous pose la question. Ça veut dire que ça a été compliqué pour vous pour les élections? Oui, ça a été très compliqué, très difficile, inattendu. C'est vrai qu'on pouvait le prévoir, puisqu'on l'avait prévu d'ailleurs, mais on ne s'imaginait pas l'ampleur du désastre politique dans lequel nous étions, à 3 niveaux. D'abord, la magouille politique vraiment nous a choqués. J'ai publié un article là-dessus. Ensuite, la débâcle de presque tous les partis politiques de l'opposition, ceci dû à une très faible mobilisation de la population du côté de l'opposition. C'est vrai que Afrobaromètre nous avait averti depuis 2 ou 3 ans que les Togolais ne font plus confiance aux hommes politiques à plus de 110%. On ne s'imaginait pas, mais c'est ce qui s'est réalisé et nous avions compris que c'était difficile. C'est ce qui explique notre silence. On est rentré vraiment dans l'introspection, une réflexion profonde et qui nous a permis de diagnostiquer le problème et de proposer un certain nombre de solutions. Et c'est pour ça que on est ensemble ce matin pour en parler. Quelle stratégie aujourd'hui pour l'opposition togolaise pour sa reconquête de l'Annapurna? Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est les montagnes, les grosses montagnes là de l'Himalaya et voilà. Affronter ça, c'est un grand défi aujourd'hui pour vous. C'est un grand défi pour toute l'opposition togolaise et tout le peuple togolais, que ce soit même la classe politique togolaise tout entière, même le pouvoir, parce que moins de 30% de la population qui se déplace pour les élections, c'est un échec pour tout le monde. Donc il faut revoir. Et quand vous regardez, ce n'est pas seulement l'opposition qui a échoué, le pouvoir aussi a échoué. Donc il faut revoir tout ceci, restaurer la République. Je l'ai déjà proposé en octobre 2023 qu'il faut restaurer la République. Et j'ai même écrit un article où je me posais la question si le Togo était devenu une république bananière. Et j'ai apporté la réponse en ce sens que toutes les institutions de l'État sont dans un état de légitimation. Quand vous prenez la HAC, quand vous prenez la CENI, quand vous prenez la Cour constitutionnelle, quand vous prenez la Cour des comptes, toutes ces institutions aujourd'hui ne fonctionnent pas bien. Et ça a fait que tous les projets de développement que le gouvernement a initié depuis 2008 ont échoué. J'ai même écrit un autre article dans lequel... C'est votre analyse quand bien vous parlez sûr, d'échec. Bien sûr. Ce n'est pas l'analyse du gouvernement. Non, le gouvernement... Vous avez vu que l'indice développement humain, le Togo a eu beaucoup de points. Non, et on s'enorgueillit aujourd'hui. Non, mais l'indice humain de développement, c'est quoi? C'est autre chose que le développement. Hein. Quand vous prenez... Mais comment ça? Quand vous prenez tous les projets de développement, depuis 2008, le DSRP, après la SCAP, de 2013 à 2017, après le PND, et aujourd'hui, la feuille de route, c'est des échecs. La SCAP, à elle seule, a fait que doubler la dette publique de l'État, parce que tous les projets étaient financés, étaient préfinancés. Et ces projets n'ont jamais été réalisés. Je vais vous citer le contournement dans les Djo, je vais vous citer la route Lomé-Vouga en Foin. Il y en a d'autres projets qui ont été très mal faits et qui ont été pour moi une arnaque politico-économique. Quand vous prenez le PND, on nous avait prédit que le PND c'est 6 422 milliards pour réaliser un certain nombre de projets. Mais moi je n'ai pas vu ces projets, mais j'ai vu le pays s'endetter. Quand vous prenez la feuille de route, on nous dit 3 000 milliards sur 3 axes avec 10 projets prioritaires. Mais aucun projet n'a été réalisé. Si je prends seulement au niveau de l'éducation, regardez les résultats aux examens. C'est un indicateur. Donc, et ça, pour vous, c'est uniquement la faute du gouvernement, hein? Non, mais c'est que c'est mal ficelé et mal organisé. Pourquoi vous avez tendance à tout peindre en noir? Je ne peins pas tout en noir, je fais un constat. Vous n'avez rien dit de positif quand même, hein, tout à l'heure. Qu'est-ce que vous appelez positif? Quand aujourd'hui, que rien n'est bon quoi, dans la gouvernance. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il y a échec. Quand on dit qu'il y a échec, ça ne veut pas dire que rien n'est bon. Mais c'est que vous n'avez pas atteint les objectifs.
Quand vous prenez le DSRP1 et aussi la SCAP, on nous avait dit que l'objectif c'est de réduire la pauvreté de moitié à l'horizon 2015. Exact. Mais nous sommes arrivés à 2015. 2024 aujourd'hui. 2024 aujourd'hui, le taux de croissance n'a jamais dépassé 6%. Alors qu'on nous avait dit que c'était pour amener le taux de croissance à 2 chiffres. Et c'est une projection, et ça, vous comprenez ça? Oui, moi je suis économiste. Oui. Et je dis que l'objectif n'a pas été atteint. Ça, au moins, vous êtes d'accord avec moi. On a dit la croissance accélérée et l'emploi, la SCAP, la stratégie de la croissance accélérée et la promotion de l'emploi. La croissance n'a pas été accélérée. On est resté à 4%, 5%, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas eu de promotion de l'emploi. La pauvreté n'a pas reculé. C'est vrai que la pauvreté a diminué. On est passé de 66% à aujourd'hui 53% de pauvreté, alors qu'on nous avait dit qu'elle devrait être réduite de moitié à l'horizon 2015. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Donc, quand vous prenez tous ces projets n'ont pas réussi. Quand vous prenez la Convention de Maputo, la Convention de Maputo avait proposé à tous les États africains d'utiliser minimum 36% de leur budget pour l'agriculture, l'éducation et la santé. Et la Convention de Lagos a exigé à tous les pays d'utiliser 15% de leur budget pour la santé. Mais au Togo, le budget de la santé n'a jamais dépassé 5%. Donc, c'est un constat que moi je fais. On ne l'a jamais fait, on ne l'a jamais réalisé. L'éducation, normalement, ça devrait, au moins 15 à 20% du budget devrait être consacré à l'éducation. Mais allez-y vérifier. Je n'ai pas les chiffres aujourd'hui, parce que je n'avais pas. Mais j'ai les chiffres à mon niveau. Donc, c'est pour vous dire que tous les projets ont échoué. Surtout le PND. On ne nous a jamais fait le bilan du PND. Maintenant, on est arrivé feuille de route depuis 2005 et depuis 5 ans, depuis 2020 à ce jour. Mais en même temps, quel est le projet qui a été réalisé? C'était dit que la feuille de route gouvernementale est le prolongement du PND. Ça veut dire que ce n'est pas totalement encore fini. On va attendre la fin du PND. Oui, mais l'année prochaine pour faire le compte. Non, attendez. Le PND, c'était pour 5 ans. C'était de 2018-2022. Oui, mais sauf on ne peut pas me dire que... Sauf qu'à l'exercice... Vous comprenez ça quand on est économiste. Ça veut dire qu'au départ, le projet a été mal ficelé. Puisqu'on nous a dit que 60% du financement devrait venir du secteur privé. Oui. On a fait venir Dangote ici. On a fait venir une équipe, Anne Nouvergent, vous le connaissez, l'ancienne directrice de Areva, même les économistes souverains sur le plan mondial, Dominique Strauss-Kahn et puis l'ancien Premier ministre anglais, Tony Blair. Mais tous ces gens-là sont venus ici. On a créé même le truc de financement de l'État par le gouvernement, Togo Invest Corporation. Mais tout ça là, quel est le résultat? Dites-moi, moi je n'ai rien vu. Donc je ne peux pas, si je n'ai rien vu, vous ne pouvez pas me dire que j'ai vu quelque chose. Mais si vous avez vu, dites-moi. Donc c'est pour vous dire que tous ces projets ont échoué parce que il y a manqué quelque chose, c'est l'esprit patriotique de ceux qui sont à la tête de l'État. Non, attendez, vous doutez que ceux qui nous gouvernent sont patriotes? Ce n'est pas que je doute. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui a fait que tous ces projets ont échoué? Quand vous prenez Lomé Vaughan en foin, quand on a détourné 26 milliards, vous avez vu quelqu'un a levé le petit doigt? Quand la route, le contournement d'Alédio a été fait 2 fois, quand on a posé la question aux Chinois, qu'est-ce qu'il a dit? Petit argent, petite route. Grand argent, grand route. C'est pour vous dire que ceux qui ont pris l'argent pour financer ne l'ont pas fait. Et le chef de l'État l'avait dit, qu'il y a des preuves de falsification de factures, de surfacturation. Mais il a allé jusqu'à... Non. Permettez-moi de le terminer. Placer les choses dans le contexte. Parce que le chef de l'État en disant ça, c'est pas dans le contexte là. C'est en 2012. Ça, mais depuis 2012 jusqu'à ce jour, est-ce qu'il nous a montré le visage de la minorité qui accapare les richesses du pays? Moi, je suis allé jusqu'à lui poser la question. Ou bien c'est lui qui est le chef. Ça veut dire qu'il fait partie.
Si il n'arrive pas à identifier, c'est qu'il en fait partie. C'est la question que je me suis posée. Donc, cette minorité-là, elle est toujours là. Vous avez vu beaucoup de scandales financiers qui sont produits dans ce pays, mais personne n'a été indexé. Au contraire, ceux-là même qui sont responsables, avérés ou pas, c'est eux qui connaissent la promotion dans le pays jusqu'au sommet de l'État. Je vous rappelle les Panama Papers, le scandale des Panama Papers. Il y a comment l'appelle-t-on là, le Petrol Gate. Mais c'est ça, l'invasion fiscale dans ce pays. Mais il y en a de près. Moi, j'ai participé à un séminaire à Accra sur la situation en Afrique occidentale. Le Togo a été cité comme l'un des pays où cela n'a jamais été sanctionné. Et tout récemment, l'affaire Covid. Mais ceux qui ont été indexés comme responsables de tous ces problèmes-là, c'est eux qui connaissent la promotion dans le pays. Et ceux qui, par hasard, se permettent à les dénoncer, se retrouvent en prison. Bon, en tout cas, par rapport à Covid Gate, c'est vrai qu'il y a la Cour des comptes qui a sorti un document. Après, les concernés, sinon le gouvernement togolais était au Parlement pour s'expliquer. On aura compris, le Parlement a diligenté une enquête, c'est vrai. Qui n'a jamais abouti. Qu'on n'a pas encore eu, nous. Qui n'a jamais abouti. Non, c'est pas évident. Parce qu'on avait appris quand même que les résultats étaient sur la table de la présidente de la dernière législature. Mais nous, on n'a pas encore les résultats. Je voudrais vous rappeler que j'ai été parlementaire. Oui, bien sûr. Vice-président de la Commission des Finances. Si, on le sait. Je sais comment ça fonctionne. C'est que ça a été fait à l'envers. La Cour des comptes, lorsque la Cour des comptes sort son rapport, l'Assemblée nationale prend et fait ce qu'il faut faire. S'il y a des sanctions, elle propose des sanctions au gouvernement ou elle contacte, en tout cas, la justice. Mais ici, c'est l'envers. On a fait le contraire. C'est le contraire qui a été fait. Quand la Cour des comptes a sorti son rapport, maintenant, c'est le gouvernement qui se déplace vers l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale prend acte. C'est après, par rapport à la façon dont les partenaires financiers ont réagi, qu'on dit qu'on va diligenter une enquête. C'est ce qu'on appelle une enquête qui n'a pas de sens. Et tout le monde savait, en tout cas moi je savais que ça n'allait pas aboutir. Très bien. Ben, vous écoutez la radio Taxi FM Lomé, pour ceux qui nous rejoignent en l'instant et ceux qui sont également connectés sur notre compte TikTok. On vous a aussi appelé entre autres ce matin pour se prononcer sur l'opposition togolaise. Vous avez un mouvement qui s'appelle Lumière pour un développement dans la paix. Et d'entrée, j'ai envie de savoir ce que vous pensez de ce nouveau mouvement de la diaspora qui est conduit par Kofi Nyamian. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi j'ai salué ce mouvement. Je vais prendre à mon compte la chanson de notre aîné Bassar, paix à son âme. La savane est vaste. La savane est vaste. Et on a besoin de tout le monde. Et chacun doit venir de son côté avec ce qu'il a. Parce que, je vais encore emprunter un autre mot. On a tout essayé. On a tout essayé. Quand vous dites que vous avez tout essayé, ça vous dit quoi? Mais on a marché dans ce pays pendant 4 ans. On a fait des mouvements. Vous avez vu, après le 19 août, la mobilisation. On a marché et dans le pays et à l'international. Mais à la fin, le résultat est mitigé. Au contraire, c'est que l'opposition a été laminée à la fin. Donc c'est pour vous dire qu'il faut reprendre les choses autrement. Et c'est pour ça même que nous, on a créé notre mouvement. C'était notre objectif. Et je pense que c'est dans les mêmes considérations que le mouvement de Paris est né. Et nous sommes, en tout cas, nous les félicitons pour cet effort-là. Oui, vous avez dit la savane est grande, elle est vaste. Elle est vaste. Mais attendez, votre salut vient de la diaspora? Ou vous pensez qu'elle peut venir de la diaspora togolaise? Non, elle peut venir de partout. Elle peut venir de partout. C'est pourquoi j'ai parlé de l'esprit patriotique. C'est ça qui a manqué à tous les niveaux.
que ce soit au niveau de la population civile, comme de la population militaire, à tous les niveaux, au niveau des dirigeants, tout le monde, il y a l'esprit patriotique qui a manqué. Donc, il faut reprendre. Tout à l'heure, quand on chantait, comment l'appelle-t-on ? L'Éternel bénisse le Togo. Mais tu as vu comment je ressentais, quand j'étais encore à l'école primaire, ce que on nous disait quand on chante, c'est qu'on se met au pas. Donc, ça veut dire qu'on est prêt à servir son pays, quel que soit ce qui va arriver. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Les gens ne sont pas prêts à se sacrifier pour ce pays. Voilà le problème. C'est pour ça que je dis que tout le monde est appelé à agir, qu'on soit du pouvoir ou de l'opposition, qu'on soit civil ou militaire. Aujourd'hui, le pays est en difficulté. Et il faut qu'on se serre les coudes, qu'on se mette ensemble. On a trop de défis. Il y a le défi sécuritaire, il y a le défi alimentaire, il y a le défi économique. Tous ces défis, personne ne peut les réaliser seul. Je vous ai donné l'exemple de tous les projets qui ont été initiés depuis 2008 et qui ont échoué. Donc ça veut dire que ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir n'ont pas la volonté, mais ils n'ont pas la capacité. Et le peuple, qu'est-ce qu'il fait ? Le peuple, il est désabusé, désorienté, et aujourd'hui, il est indifférent. Alors, vous dites que dans l'état actuel où se trouve notre pays, le Togo, personne ne peut le gouverner seul. Pas du tout. Alors, si le pouvoir de Faure Gnassingbé, parce qu'on n'a pas encore le gouvernement, ça fait déjà 2 mois, oui, un peu plus, fait appel à l'opposition. Venez, asseyons-nous, discutons, gouvernons ce pays pour les enfants. Est-ce que vous accepteriez? Exactement. Je ne sais pas, vous m'aviez une fois reçu ici. Oui, bien sûr. Quand j'ai lancé mon appel de Tchévier. Exactement. C'était le 7 octobre. Je vous ai reçu le 18 janvier passé. Effectivement, merci beaucoup. Et c'est l'appel que j'avais lancé. Parce que pour moi, il faut restaurer la République. Et j'ai même proposé 3 jours, un forum national de 3 jours. Après le forum sur le Sahel, j'ai dit, le chef de l'État, il a été ingénieux pour proposer un forum pour le Sahel, mais parallélisme des formes. C'est qu'il faut balayer sa maison avant d'aller balayer la maison des autres. Et j'ai proposé 3 jours de forum pour analyser, réfléchir sur tous les problèmes qui minent le pays avant d'aller aux élections législatives. Et je reconnais que le CAR avait fait la proposition selon laquelle il faut suspendre le processus électoral, se retrouver dans une assise nationale, revoir tout, libérer les prisonniers, prendre une amnistie pour comment l'appelle-t-on, les exilés, et rebâtir ce qu'Agboibo a appelé la cogestion pour une transition avant de relancer le pays. Donc si aujourd'hui nous tous nous reconnaissons que tout le monde est dos au mur, personne ne peut avancer. Personne. Regardez ce qui se passe. Attendez, on n'est pas en crise, hein? Mais on est en crise. Ah non, attention. On est en crise. Vous voyez ce qui se passe. On est en crise aujourd'hui. Mais moi, on est en crise. Quand on est bloqué, on ne peut pas. Tout est calme dans le pays. Votre crise, elle est où? Elle se situe à quel niveau? La crise se trouve 1. Dans la conception du pouvoir, 2. Dans l'exercice du pouvoir, et 3. Dans l'équilibre social. Aujourd'hui, il n'y a pas l'équilibre social dans le pays. Personne ne connaît les perspectives. Là où vous êtes, je ne suis pas sûr que vous pouvez me dire que ce qui va se passer d'ici 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais on ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Personne ne sait. Donc, il faut revenir à un moment, s'asseoir, discuter entre Togolais, reconnaître les erreurs des uns et des autres. C'est encore possible aujourd'hui, vous pensez? Non, tu sais, le Togolais, il est capable de tout. Les Togolais savent pardonner, les Togolais savent discuter, les Togolais savent se mettre ensemble. Il n'y a pas de solution. Moi, je l'ai proposé depuis. Que dans un article, l'ultime défi du peuple togolais, se mettre ensemble, c'est la restauration de la République. Regardez toutes les institutions dont je vous parle. Aucune ne fonctionne. Ça fait depuis 2022 que la Cour des comptes n'a plus publié un rapport. Parce que le gouvernement lui-même a fait en sorte qu'il l'a décrédibilisé. Après le rapport sur Covid, la Cour des comptes ne peut plus avoir le courage de ressortir un rapport. Il faut reconnaître que la Cour des comptes, depuis 2018, son mandat est terminé.
Et d'ailleurs, depuis sa mise en place, le premier président n'a jamais prêté serment. Ce qui fait que, je l'ai toujours dit, la chambre correctionnelle de la Cour des comptes n'a jamais fonctionné. Donc voilà, le pays, je vais avoir le coup, je dis, très mal gouverné. Très mal gouverné. Donc il faut... les autres pays avancent. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, même le Burkina Faso qui est en guerre, quand vous arrivez 3 mois après, chaque moment... attendez. Laissez-moi terminer. J'assume la responsabilité. Oui, bien sûr, je sais que vous êtes, vous les journalistes, vous aviez l'épée de Damoclès sur votre tête et qu'on va vous dire que vous ne m'avez pas cadré. Non, c'est pas ça. Vous me connaissez depuis le début et vous savez que ça n'a rien à voir. Moi, mes invités, c'est comme ça. Et ça, vous le savez d'ailleurs. Quand vous parlez de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Burkina Faso, vous écoutez les politiques de ce côté-là? Non, les plaintes politiques, il y en a partout. Oui, mais bien sûr. Moi, ici, je parle de l'économie et de l'équilibre social. Je parle de l'économie. Vous ne pouvez pas dire que là-bas, c'est mieux qu'ici. Parce qu'on vit presque la même chose. Mais ces pays ne sont pas aussi endettés que le Togo. Et quand le Togo est endetté, on vous pose la question, qu'est-ce qu'on en a fait? Je vous rappelle que depuis 2022, jusqu'à ce jour, le Togo, pratiquement, chaque mois, va 2 fois sur le marché financier pour collecter de l'argent. En moyenne, 30 milliards. Cette année, ça fait déjà 500 milliards que le Togo a collecté sur le terrain. Ça veut dire que le budget était déséquilibré au départ. Et le ratio service de la dette sur recette interne est dans l'ordre de 43%. Alors que la norme, c'est 15%. Ça veut dire que le pays vit au-dessus de ses moyens. Aujourd'hui? Oui, bien sûr. C'est ça, c'est ce qu'on appelle... Le Togo est un pays endetté, clairement, totalement. Mais comment? Le taux de la dette, c'est au-delà de l'asphyxie, en tout cas du possible. Plus de 70%. Mais c'est ça. Et je vous dis que le service de la dette sur les recettes internes, c'est dans l'ordre de 43%, alors que la norme, c'est 15%. Ça veut dire qu'il y a de la mégalomanie. C'est comme quelqu'un qui emprunte de l'argent pour faire la fête, acheter des bagues, des chaînes, et puis en or, il sort, alors que c'est ça. Nous, avec ces sommets, avec toutes les fêtes qu'on organise, avec tout ce que... Mais ce n'est pas avec les recettes internes. C'est ça, quand vous prenez le budget, un tiers du budget est constitué par les emprunts. C'est pas bien. Je vous rappelle que la dette, aujourd'hui, c'est les impôts de demain. Parce qu'on ne vous donne pas, vous allez rembourser. Oui, bien sûr. Alors ça veut dire qu'on est en train d'hypothéquer l'avenir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, avant, on pensait que Donc, c'est possible que vous vous mettez ensemble pour gouverner, gérer ce pays. Mais on a fréquenté... Pouvoir, opposition, tout le monde. On a fréquenté ensemble. On a vécu ensemble. Mais qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être ensemble? Sauf que l'honnêteté, à un certain moment, mais certains de vos pères disent non, le régime de Faure Gnassingbé Kéla doit dégager. Et qu'ils ne peuvent plus rien faire. Proposer. Oui, c'est parce qu'ils se disent que... Je vous ai dit mais ça. Là, vous vous démarquez carrément de cette idée-là, aujourd'hui. Moi, je veux être pragmatique. D'accord. Vous savez, aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes, tous les partis de l'opposition sont hors jeu. Or, en politique, vous ne pouvez pas être hors jeu et être efficace. Regarde ce qui se passe au Parlement au Togo. Il n'y a pas de débat. Depuis 2019 jusqu'à ce jour, mais c'est vrai que la dernière législature, il y avait quand même certains qui se démarquaient, mais il n'y a pas de débat. Mais aujourd'hui, c'est encore grave. Tout le monde apprécie ce qui se passe au Parlement de la CEDEAO. Mais nous, on l'a fait. Ici, au Togo, nous, on l'a fait. Donc, mais depuis que nous ne sommes plus au Parlement, vous avez vu, on a tout perdu. Tous les acquis de 90, on les a perdus. Quand on était encore à l'Assemblée nationale, c'est vrai que c'était difficile, mais ce n'était pas aussi compliqué que ça. Mais aujourd'hui, toutes les libertés publiques ont été confisquées. Beaucoup de nos journalistes ont été arrêtés, ils ont fait la prison comme des malpropres.
Je me rappelle le cas le plus emblématique, c'est le doyen Apollinaire Mawene Messé. Ça m'a fait très mal un jour quand j'ai appris qu'on l'a envoyé en prison à son âge, à plus de 110 ans, je ne sais pas. Mais vos collègues qui ont fait la prison, des gens qui sont quand même respectés dans la ville. Je parle de Anani Sossou, je parle de Loïc Lawson, je parle de l'autre qui a deux qui sont morts. Vous voyez? Et c'est pour ça que la dernière fois, avec ce qui arrive à Joshua Agbetim, je lui ai envoyé un message, je ne sais pas s'il l'a lu. J'ai peur à sa place. Et pourquoi avoir peur? Mais moi, je suis passé par là. J'ai fait la prison pour des raisons politiques. J'ai fait 6 mois en détention. Je sais ce que c'est. Alors, donc, quand vous êtes comme ça, comme si vous êtes dans le collimateur, ce n'est pas toute votre famille, tout le monde, ce n'est pas facile. Oui. Je sais de quoi il s'agit. Donc, je lui exprime tout mon sentiment de reconnaissance par rapport à ça. Ceux qui nous rejoignent à l'instant, nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé et notre invité c'est Euro Akpo Chanyao. Il est le président du mouvement LDP, Lumière pour un développement dans la paix. Alors, vous avez publié des tribunes ces temps-ci, hein. Vous êtes un petit peu bavard, enfin, vous écrivez beaucoup, et je pense que c'est normal quand on est économiste, il faut écrire beaucoup. Vous êtes politique et vous le faites savoir à toutes les sources. Le confrère, le collecteur a publié, a rendu public votre opinion sur une stratégie. Vous parlez de quelle stratégie? C'est la question que vous êtes posée. Quelle stratégie pour l'opposition togolaise pour sa reconquête de l'Annapurna? Vous disiez dans le texte quelque part que l'opposition persiste dans l'erreur. Oui. De quelle erreur parlez-vous? L'opposition persiste dans l'erreur parce que quand vous partez depuis 1993, c'est les mêmes choses qui se répètent. En 1993, vous avez vu, quand Edem Kodjo était candidat de l'opposition, il y a un ténor de l'opposition qui a dit, si c'est Edem Kodjo, Yadema n'a qu'à rester au pouvoir. Et Yadema est resté au pouvoir 14 ans après la conférence nationale souveraine. Et la même chose s'est répétée un an après, entre Edem Kodjo et Agbo Ibo. C'est-à-dire que pour un petit malentendu, ils ont pris le pouvoir que le peuple leur a donné, ils ont remis ça à Yadema. Et Yadema a repris tout le pouvoir. On arrive en 99, après l'élection présidentielle de 98, Gilles-Christ Olympio déclare la guérilla politique, comme ce que Kofi Amian vient de dire aujourd'hui, c'est la guérilla politique. Mais sauf qu'à l'intérieur, il y avait d'autres partis qui s'organisaient. Je parle de CAR, du PDR et de l'UTD, qui, avec le travail acharné au niveau de Bruxelles, c'est-à-dire l'Union européenne, ont obtenu l'accord cadre de Lomé. Sauf que il a été signé, c'était le 21 mai 1999, mais sauf que une partie de l'opposition a boycotté. Vous vous rappelez, Jacques Chirac était arrivé même à Lomé ici, il a tenté de rencontrer des ténors de l'opposition qui ont refusé. Et qu'est-ce que Jacques Chirac a dit? Que ça ne restera pas sans conséquence. Et vous vous rappelez quand Yadema avait donné sa parole de militaire, qui ne touchera pas la Constitution, mais il l'a fait. Après, c'était la conséquence de l'inconséquence. Alors, on est arrivé en 2005, et 2006, il y a l'APG. Mais l'APG, c'était quand même un texte qui pouvait sortir le Togo de la situation dans laquelle il était. Sauf qu'à l'application, les mêmes erreurs. On a demandé à un parti politique de proposer 2 noms pour le choix du Premier ministre. Et c'est là que le problème est né. Et tergiversation sur tergiversation. Et c'est Agboibo qui a été finalement nommé Premier ministre. Et les autres l'ont boycotté. Les conséquences, c'est que l'APG n'a pas été appliqué entièrement. Il n'a même pas été appliqué. L'APG n'a pas été appliqué. Et dans les mêmes conditions, on arrive en 93. En 2014. Après Togo Télécom 2. À la veille de Togo Télécom 2, on introduit quoi? Le débat sur la rétroactivité de la loi. De la Constitution. De la Constitution. Mais
malentendu sur malentendu au sein de l'opposition. Qu'est-ce qu'il fallait faire du mandat de Faure Gnassingbé, tout ça là. Ça a fait que l'opposition n'a pas été, en tout cas, au sein de l'opposition, il n'y avait pas eu sérénité. Et le pouvoir a demandé à ses députés de voter contre le projet de loi proposé par leur gouvernement. Et on avait trouvé à l'époque que c'est inédit. Mais c'est que nous avions cherché à comprendre. Moi, en tout cas, puisque la plupart de... beaucoup, je les connais, j'ai cherché à comprendre. On était à une mission à l'extérieur. C'est là-bas que j'ai approché les députés du pouvoir. Pourquoi vous avez fait ça? Et ils m'ont expliqué. Voilà ce que vous avez fait, voilà ce que vous avez fait. À un certain moment, on ne vous comprenait pas. Et chez nous, on dit que quand on n'est pas sûr, c'est comme vous voulez traverser. Vous mettez le pied dans l'eau, vous sentez que c'est encore profond. Oui. C'est encore profond. Qu'est-ce qu'on fait? On retire le pied. Oui, bien sûr. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, 2014, on a échoué, en tout cas aux portes de la modification. Et c'est cette modification-là qu'on cherche jusqu'à ce jour. 2017, les événements arrivent de Tipi Achadam. Et la discussion est lancée avec la CEDEAO. Au dernier moment, on propose la même chose qu'en 2006, un gouvernement d'union nationale et, je ne sais pas, l'opposition a rejeté. Mais ce qui m'a surpris dans la chronologie, c'est qu'au même moment, on refuse d'aller au gouvernement d'union nationale, mais on accepte un cadeau de 30 millions pour venir à la fin boycotter les élections. Voilà les conséquences de l'inconséquence. Là-bas, on a manqué de coaching. Tout simplement parce qu'on n'anticipe pas sur les événements. Le RPT UNIR, lui, il anticipe. Il analyse des choses. Il organise même, il loue des experts étrangers pour venir réfléchir. Mais nous, on fait les choses par un coup de tête. Et voilà qu'on a répété les mêmes erreurs. Surtout en 2017. Pourquoi c'était si compliqué pour l'opposition de ne plus répéter ces erreurs? Non. Puisque vous faites partie de l'opposition. J'ai fini par comprendre que, à un certain moment, l'orgueil est devenu la passion. L'orgueil de l'opposition? Oui. C'est-à-dire que, au lieu, vous savez, quand... C'est la dureté de la lutte qui les a rendus comme ça? Oui, quelque part. Quelque part. Donc, vous voyez que on a peur du candidaton aussi. On a peur du candidaton. Alors que quand on est homme d'État, il y a des choses qu'on anticipe et c'est ça le leader. Le leader, c'est quelqu'un qui sait d'avance ce qui va se passer alors que la masse ne sait pas. C'est pour ça qu'il y a certaines décisions que vous devez prendre à un moment donné. Vous êtes obligé de prendre, quitte à être condamné aujourd'hui et demain, les gens vont vous reconnaître que c'est toi qui avais raison. Donc, aujourd'hui, l'opposition n'a pas le choix que de se retrouver dans un creuset, comme ce qui s'est passé en 1991. Vous voyez, en 1991, il y avait, après le 5 octobre, il y avait le phare. Mais par rapport à une stratégie, à un objectif stratégique, ils ont dissous le phare, ils ont créé le code avec un seul objectif. C'est-à-dire que Yadema proposait le forum, ce qu'ils ont appelé le forum, et ils ont dit qu'ils veulent le vrai Rome, c'est-à-dire la conférence des forces vives de la nation. Donc c'était un objectif stratégique. Et quand ils l'ont dit, le peuple les a suivis. Aujourd'hui, quel est l'objectif stratégique que l'opposition suit? Vous voulez qu'on réécrive l'histoire? On ne réécrit pas l'histoire. C'est-à-dire refaire la même chose, refaire le parcours. C'est Choguel Maïga de Mali qui le dit. Quand vous n'apprenez pas de votre histoire, vous serez tenté ou obligé de la refaire chaque fois. Parce qu'on n'a pas appris de notre histoire. Et regardez tous ces événements. Ça fait au moins 7 occasions que l'opposition a raté. 7. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'on a appris de ces erreurs-là? C'est ce que je dis aujourd'hui, qu'il faut aller faire ce que nos aînés ont fait en 1991 pour obtenir la conférence nationale souveraine. Aujourd'hui, l'opposition doit se retrouver dans un front unique de l'opposition. J'ai dit la savane est vaste, c'est vrai. Mais on doit se retrouver soit
à l'abreuvoir ou soit à la mangeoire. C'est comme ça. C'est ça. Oui, c'est comme quand les animaux dans la forêt, comment ça se fait? Ah oui, bien sûr. Oui, soit c'est là où ils mangent qu'ils se retrouvent, ou là où ils viennent boire. Oui. Donc il faut quand même choisir. Est-ce que c'est quand j'ai dit la mangeoire, peut-être tu as réagi. Non, je comprenais parfaitement bien. Bon, alors, on donnera la parole aux auditeurs tout à l'heure pour vous interpeller, poser des questions. Mais quelle est la stratégie aujourd'hui, pensez-vous, que l'opposition doit clairement adopter pour cette reconquête dont vous parlez? J'ai dit, il faut constituer un front unique de l'opposition. Un front unique. Vous savez que c'est quasiment nul. Mais non, c'est pas évident. C'est le même peuple, c'est les mêmes hommes qui étaient là en 91. Ceux qui étaient en 91, il y en a qui sont encore là. Oui, bien sûr. Oui, même les jeunes qui les suivaient en 91, ils sont encore là. Et y compris vous. Oui. Donc aujourd'hui, ça dit que ce qu'on a fait en 91, on peut le refaire. Sauf que le contexte a changé. Il faut en tenir compte. La géopolitique a changé. Hier, il y avait, après la chute du mur de Berlin, oui. L'Europe était beaucoup orientée vers les droits de l'homme. Et le pays pouvait être sanctionné pour déficit démocratique, ce qui a fait. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Avec l'arrivée de la Russie et le recul de l'Europe en Afrique, vous voyez que ce n'est plus évident, ce n'est plus les droits de l'homme, mais c'est le business. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la CEDEAO non plus n'est plus, comment peut-on là, cette institution qui pouvait se permettre de sanctionner encore un chef d'État. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le Sahel et aujourd'hui tout le monde a peur. Bien sûr. Donc ça veut dire que le peuple togolais se retrouve lui seul. Et c'est à lui de se décider. Et que en restant chacun de son côté, on ne pourra rien faire. C'est ce que j'ai dit, on a tout essayé. Ce qui reste maintenant, c'est de refaire ce qui s'est passé avec un objectif stratégique. Et pour moi, l'objectif stratégique aujourd'hui, c'est les assises nationales pour la restauration de la République. Les assises nationales pour la restauration de la République. Vous avez dit autrement la conférence nationale souveraine, ça, c'est ça? Oui, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Sauf que cette fois-ci, il doit avoir une entente nationale. Tout le monde doit accepter, faire table rase. Parce que à la fin, personne n'a gagné, personne n'a perdu. Sauf que d'autres se sont enrichis. Mais il faut savoir ce qu'il faut faire d'eux. D'accord, très bien. Mais on va donner la parole aux auditeurs, ceux qui nous écoutent et qui souhaitent donc prendre la parole. Vous pouvez nous appeler sur le 92. Est-ce qu'on peut libérer le standard, s'il vous plaît? Le 92 60 81 81. Nous sommes sur la radio Taxi FM. On prend le premier auditeur au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? C'est Paul. Monsieur Paul, nous vous écoutons. Oui, je salue notre invité. Oui. Je pense qu'il n'y a pas d'accuser l'opposition, hein, parce que l'opposition, avec la population, ils ont assez donné. Sauf que, quand ils parlent de nationale, quelle assise? Sauf que ceux que nous avons en face ne veulent rien entendre que le pouvoir. Et puis, ils sont cautionnés par les puissances là qui nous ont colonisés. Donc, je pense que quand ils parlent d'assises, ils sont dans la posture de la raison du plus fort, le plus fort. Donc, qu'est-ce qu'on peut? On ne peut rien. D'accord. Donc, sauf qu'il faut aller faire la lutte ailleurs, à l'étranger. Merci. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Paul. C'est votre point de vue. Monsieur Oro Akbo, qu'est-ce que vous lui répondez? Non, quand vous analysez ce qu'il dit n'est pas faux. Mais sauf que le résultat sera le même. C'est ce qu'on a déjà fait. Je vous rappelle qu'en 1999, Gilles Christ-Olipio avait proclamé la guérilla politique. Il l'a fait à l'extérieur. Oui, si. Mais sauf que ceux qui étaient à l'intérieur, il n'y avait pas de coordination et l'accord cadre de Lomé a échoué. Donc, obligatoirement, il faut une coordination entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça que je parle d'un front unique. C'est vrai que chacun doit amener, la main gauche doit soulever, la main droite aussi, et chacun. Tipi Achadam l'a dit. Il faut se mettre autour de la table pour pouvoir la soulever, sinon on va la renverser. Et c'est pas bien de renverser la table. Non, on n'a pas besoin de renverser la table. Alors, sinon on va tout perdre. Oui, bien sûr, enfin, je pense aussi. Alors, on va prendre le second auditeur au téléphone. Allô? Allô, bonjour, monsieur Saint-Éric. Oui, c'est monsieur?
C'est Hervé de Vacances. Monsieur Hervé, nous vous écoutons. Et tout d'abord, je suis merci à l'invité. Merci. Et dire courage à eux. Merci. Et moi, je vais venir aux côtés de l'opposition là. Si vous allez, vous voyez bien les choses, vous allez voir que le président de la République, il a envie de... Il travaille. On ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Et l'opposition aussi fait ce qu'il peut. Mais là où ça bloque un peu, quand le chef de l'État fait tout son effort là, est-ce que tous ceux qui sont autour de lui, les ministres, les quoi là, est-ce qu'ils sont le même cœur que le président a avant de faire tout ça là? Parce qu'on voit que quand ce que le président, ceux qui sortent de la bouche du président, avec l'action qui se passe sur le terrain, ce n'est pas les mêmes. Vous allez vous dire, il y a quelque chose quelque part qui bloque quelque chose. D'accord, très bien. Donc, monsieur Hervé, merci de nous avoir appelé, passer l'instant de journée. Oui, monsieur Akbouchaniao. Je suis d'accord avec lui. Et bon, c'est pour ça que nous disons qu'il faut rétablir l'équilibre des forces. Lorsque l'opposition va se mettre en une force unique, agissante, c'est qu'il y aura équilibre de l'autre côté. Et quand on sait que si tu attrapes mon nez, je vais attraper, bien sûr, par exemple, je ne vais pas aller au-delà. Maître Tchassona fait du travail. Il rencontre ses homologues, parce qu'il fait partie des anciens, hein, oui. Les plus vieux présidents des partis. Et il y en a au moins 3 ou 4 ou plus. Oui. Donc, quand j'ai parlé de l'accord cadre de Lomé, il faisait partie de ceux qui ont travaillé avec Edem Kodjo et Agboiwo. Très bien, on va continuer. Donc, on va prendre un auditeur au téléphone. Allô? Ah, il est parti, allez-y. Donc, c'est pour vous dire que on peut corriger les erreurs par des actions concrètes maintenant. Et il faut aller dans le concret. On prend celui qui est au téléphone. Hein. Allô? Bon, voilà, on l'a pas. Alors, il y a quand même des messages. Hein. Il y a des messages, puisqu'on est aussi en direct sur TikTok. On va prendre ce message de cet auditeur. Bon, on me demande de prendre d'abord celui qui est au téléphone. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Et je salue le plateau. Oui, alors on a du mal à vous écouter distinctement. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur, s'il vous plaît, ou vous le tenez calmement? C'est monsieur? Je remercie d'abord notre invité. Oui, quel est votre prénom? C'est Kossi. Monsieur Kossi, nous vous écoutons. Oui. Tout à l'heure, il faisait cas des erreurs que l'opposition commet depuis 1993 jusqu'à là. Mais pourtant, il est toujours partisan de cette opposition. Moi, je voulais lui poser comme question de tout son parcours de l'opposition jusqu'alors et les erreurs qu'il nous précitait là. Qu'est-ce que lui disait quand toutes ces choses se passaient parmi eux? Parce que à l'âme de M. Agbeyo, il disait que c'est difficile d'être un opposant au Togo. Agbeyo ne savait ce qu'il disait dans le temps là. Maintenant, quand il faisait partie de cette opposition et les choses se compliquaient, il ne disait rien, mais maintenant qu'il revenait, et ils ne sont plus parmi les partis qui se proposaient dans le temps. Et ils nous relataient les erreurs du passé, là, ça nous fait mal. D'accord, très bien. Monsieur Kossi, il va répondre à votre question. Vous êtes le dernier auditeur qu'on prend ce matin. Merci beaucoup. Monsieur Ouakouchenao. Oui, bon, je remercie Monsieur Kossi. C'est vrai, c'est des constats que nous avions eu à faire, mais bon, on n'avait pas de solution. Sauf qu'au fur et à mesure qu'on fait l'analyse, surtout après les élections, la Bérésina que nous avions constaté après les élections législatives et régionales du 29 avril, nous avions pris 2 mois, 3 mois pour réfléchir. Et c'est à la fin de notre réflexion que nous avions compris que voilà ce qui s'est passé. C'est pour ça que vous allez voir que j'ai pondu au moins 4 articles et chaque article, la suite vient de la conclusion de l'article, ainsi de suite. Ça dit que quand je fais le premier, j'ouvre et je prends la conclusion pour le deuxième article, ainsi de suite. Et je suis au 5e article.
après l'article sur la conquête de la Purna, j'ai publié hier un autre article où je me suis interrogé sur la situation de l'armée. Donc, c'est une analyse que je suis en train de faire, mais sauf que je mets les conclusions à l'écrire pour que, à l'occasion, nul n'en ignore. Sinon, je reconnais que c'est comme Descartes qui, à un certain moment, s'est rendu compte que toute la connaissance qu'il avait était fausse. Mais il ne pouvait pas la déclarer. Il y a un auditeur qui dit que tout ce que vous racontez comme étant des erreurs de l'opposition n'est que de l'agitation intellectuelle. Que dit-il du coup de force contre Kofigo si ce régime veut du bien pour le pays? Qu'est-ce qui empêche les dirigeants de servir son peuple au lieu de servir, donc se servir? Mais il dit la même chose que moi. Il dit la même chose que moi. J'ai dit qu'à la tête du pays, ceux qui sont là-bas ne sont pas des patriotes. Ils n'ont pas l'esprit patriotique. Donc ils ne sont pas là pour servir le peuple. Mais moi j'ai dit l'opposition qui est une alternative. Qu'est-ce qui décerne le titre de patriotisme à votre avis? Le patriotisme, c'est quelqu'un qui est prêt à servir l'intérêt général. Parce que les gens qui ne donnent pas nuit et jour ne sont pas des patriotes. Mais quand vous avez... moi je vous retourne la question. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'affaire Covid. Mais est-ce que c'est des patriotes? Quand les gens se servent de la dette. On a le sentiment que c'est vous qui décernez. Quand on est patriote ou on ne l'est pas, c'est vous qui le dites. Je ne le décerne pas, je le constate. Je le constate. Quand vous prenez des milliards pour aller acheter, soi-disant que vous avez acheté le riz que personne ne voit, vous êtes patriote? Quand tout ce que vous faites comme projet, votre premier objectif c'est de vous satisfaire, de vous enrichir, est-ce que vous êtes patriote? Non. Quand vous signez des accords dans l'intérêt de l'oligarchie internationale, c'est ce que le général de Gaulle avait demandé à tous les chefs d'État qui étaient arrivés. Mettez-vous sous l'orbite de la France, mais enrichissez-vous, transformez les caisses publiques en caisses privées et vous aurez la couverture. C'est ce qu'ils ont fait. Et j'ai dit, quand vous prenez la toute première génération des chefs d'État africains, au moins parmi eux il y avait des patriotes. Je peux citer Sylvanus Olympio et d'autres. Mais la deuxième génération des chefs d'État ne pensait qu'à eux et à leur longévité. Malheureusement, il y avait eu d'autres, tels que Alpha Omar Konaré, et d'autres qui ont proposé en 2001 le protocole additionnel de la CEDEAO. Mais qu'est-ce que vous avez vu? C'est les mêmes qui ont signé le protocole. Les derniers signataires, c'est eux qui ont violé le protocole. Alors on est en train je cite, s'il te plaît, je cite Gnassingbé Yadema, je cite Abdoulaye Wade, je cite le Nigérien, l'ancien président Mamadou Tanja. Voilà ceux qui ont violé le protocole de la CEDEAO. Et aujourd'hui, les conséquences sont là. Les conséquences, c'est que ceux qui les ont suivis, la troisième génération, pour moi, que je cite, que c'est un véritable gâchis. Bien. Quand vous prenez Alassane Ouattara, Faure Gnassingbé, Macky Sall, Alpha Condé, tout ça là, c'est eux qui sont venus détruire ce que les anciens ont bâti, et la CEDEAO se retrouve dans cette situation. Donc, voilà ce qui se passe. Moi, je fais une analyse et je fais des propositions. C'est que si vous me lisez, je fais toujours le constat. Aujourd'hui, c'est que pour gérer ce pays, ce n'est plus l'affaire d'une seule personne. Non, pas du tout. Il faut que vous vous mettez ensemble. Il faut une assise nationale. Bien. Balayer tout. Et maintenant, tout malentendu, et ramener la confiance à tous les niveaux. Que ce soit civil ou militaire, que ce soit exilé ou prisonnier, tout le monde doit être au même niveau et autour de la table pour nous permettre de reprendre à zéro, comme ce qui s'est passé en Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Très bien. Ouro Akpo Tchaniao, je rappelle que c'est vous le président du mouvement LDP, Lumière pour un développement dans la paix. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. C'est à moi de vous dire merci, de m'avoir accepté, surtout la situation actuelle des journalistes. Et nous pensons beaucoup à vous et nous prions pour que Dieu vous protège et qu'il protège tout le Togo. Merci pour votre disponibilité. Permettez-moi de rendre hommage à tous les militaires qui sont tombés dans les attaques ces derniers temps. Je m'incline devant leur... en tout cas... leur dépouille mortelle. Et j'exprime toutes nos condoléances à leur famille et surtout à la famille des FAT
pour ce qui arrive et que Dieu protège le Togo. Que l'Éternel bénisse le Togo et on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio Génial Taxi FM Lomé. Appelez-moi Saint-Irrigator. Demain, si Dieu le veut, on sera encore ensemble et que l'Éternel bénisse notre cher pays, le Togo. Taxi Media Show, rendez-vous au prochain numéro.